Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. C'est Iconic Business. Produire des motos d'exception, peu importe le coût et l'effort. C'est la philosophie clairement affichée de cette marque anglaise du début du XXe siècle, battant maintenant pavillon français, plus exactement toulousain, de l'ultra-luxe avec Brough Supérieur. Albert Castaigne, le directeur général, est l'invité d'Iconic Business. Dans les désirables de la semaine, on restera dans le précieux, dans les matières et matériaux précieux. Le segment de la bijouterie et de la joaillerie est toujours plus dynamique et concurrentiel. Or et diamant avec percé, Nawal Laoui, sa créatrice et fondatrice, sera avec nous. Eva Jaco nous emmènera, elle, au Palais Galliera, le musée de la mode, pour le Fashion Big Bang de 1997, sans oublier l'Iconic Capsule. On parlera réalité augmentée. C'est Iconic Business, bienvenue. Albert Castaigne dans Iconic Business, directeur général de Brough Supérieur, bonjour. Bonjour. Et avec vous, on plonge dans l'ultra-luxe, évidemment. Et Brough Supérieur, je le disais, a eu plusieurs vies. La première vie a été britannique, sur une période très réduite, 1920 à peu près, 1940. Et on était déjà dans un positionnement qui parlait aux élites. Oui, tout à fait. C'est resté dans l'histoire pour être la plus grande marque de motos, dans le sens les plus rares, les plus sportives, les meilleures motos d'avant-guerre. Oui, très peu produites finalement sur ces 2 décennies. Oui, pendant 20 ans. De 1919 à 1939, 3000 motos en tout, mais que 300 et 1600, c'est-à-dire leur modèle phare iconique qu'on a relancé il y a peu. Et c'est resté dans l'histoire pour cette meilleure production, beaucoup de records sportifs, parce que le fondateur George Brough était lui-même un recordman, et pour Laurence d'Arabie. Et il a eu 7 motos de la marque. C'est Laurence d'Arabie qui a fait entrer cette marque dans la légende. Complètement, parce que c'est une vraie icône propre à la marque. C'est pas du tout galvaudé ou pour faire quelques photos sur pendant, une période très courte. Pendant 10 ans, après sa carrière d'espion, il a roulé avec ses motos, il a cumulé plus de 200 000 km avec 7 machines, avec une correspondance assidue avec George Brough. Donc on dit qu'il a participé à l'essor et à l'amélioration des motos. En fait, ça a été le meilleur influenceur de l'époque pour la marque ? Complètement, avec une fin triste, puisqu'il s'est tué en 1935 avec sa 7e moto, alors qu'il avait une 8e en commande, parce qu'il roulait très vite et sans casque. Et d'ailleurs, c'est l'accident qui a fait développer le casque et l'obligation du casque en Angleterre dans les années 40. La nouvelle vie, la seconde vie, elle est française, même toulousaine. Et ça commence en 2013 avec Thierry Henriette, qui est le président de Brough Supérieur. Pourquoi est allé chercher cette marque et la faire renaître ? Alors en fait, c'est la poursuite d'un rêve depuis le départ, faire sa propre moto, incluant le moteur, c'est de relancer complètement un projet de moto. Et pendant 15 ans, on a fait du design et de l'ingénierie. On a travaillé avec tous les constructeurs généralistes, que ce soit les Japonais, les Européens, etc. Et donc on a acquis une expérience nécessaire à être capable de le faire. Une activité profitable aussi d'ingénierie qui nous a permis de financer ce projet. Et en 2013, on a lancé une maquette, un prototype. On est allé au Salon de Milan. Passionné de motos anciennes, on se disait qu'il y avait quelque chose à faire avec cette marque-là. Mais on était très surpris de l'adhésion et du retour, puisqu'on a pris des commandes immédiates du monde entier pour une moto qui nécessitait 3 ans de mise au point avant les premières livraisons. Ah oui, d'accord, il y avait un vrai risque pour l'acheteur en face. Un risque pour l'entreprise. Voilà. Et pour l'entreprise, bien sûr, un vrai risque industriel, parce que lancer, industrialiser un moteur, finaliser l'homologation et mettre ça dans la rue, c'est vraiment, vraiment très technique. C'est beaucoup d'investissement et c'est beaucoup de risques industriels. Relancer la première moto, ça en passait par la SS100, c'était celle-ci qu'il fallait relancer ? Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'on a un peu modernisé la ligne, avec notamment ce fastback qui donne un peu ce côté torpille, très aérien, très tendu. Mais par contre, le réservoir est à ces 2 gouttes d'eau à côté de celui d'origine. On a fait aussi de gros efforts d'ingénierie. Bon, vous savez qu'on est à Toulouse, donc c'est l'industrie aéronautique. C'est pas un hasard, il faut nous expliquer. C'est pas un hasard si vous êtes à Toulouse, qu'il y a tout un bassin et tout un écosystème qui vous permet justement d'évoluer sur voilà, déjà de développer puis de produire. Parce que cette moto-là, si vous voulez, dès le départ, on a mis de l'aéro à l'intérieur. On utilise du titane pour faire un châssis qu'on fabrique nous à la fabrique. C'est unique au monde, on est les seuls à faire ça. On a des freins d'avion, par exemple, à l'avant de la SS100, c'est un brevet aéronautique, c'est 4 disques. Bon, voilà, c'est un vrai plus technologique. Et donc,
je reviens au parallèle avec les motos d'époque. On n'a pas fait du tout un custom ou une moto pépère, entre guillemets. On a fait une moto sportive. Oui, juste pour sortir avec un peu un côté rétro et vintage, et vous avez évolué. Oui, tout à fait, pardon. Légère, performante, comme étaient les motos à l'époque. Et donc, ça a été salué par la presse d'ailleurs et nos clients. On a de très, très bonnes qualités dynamiques. Technologie de pointe, les meilleures pièces, plus rapides. Et on est sur une gamme encore moins accessible qu'à l'époque. On est quoi, à partir de 60 000 € sur certains modèles et ça grimpe? Voilà, ça commence à 65. Et si je prends le maximum hors projets spéciaux, on monte à 180 000 TTC avec la dernière Aston Martin, puisqu'on a un partenariat avec Aston Martin et qu'on fabrique une moto pour Aston Martin. Et pourquoi Aston Martin est venu vous chercher, alors qu'on peut imaginer qu'ils ont la recherche et le développement pour le faire de leur côté? Pourquoi cette collaboration? Écoutez, je pense qu'on synthétise un peu la même chose qu'eux, c'est-à-dire le chic et la sportivité anglaise, même si c'est fait en France. Et ces deux marques d'espions, James Bond et Laurence d'Arabie. C'est l'héritage. Et en fait, beaucoup de choses fonctionnaient. Et le board, le management était très, très branché moto, et l'équipe de design aussi. Et c'est un projet qui s'est fait très naturellement, à tel point qu'on a déjà un deuxième modèle, puisque la première série a été entièrement vendue et distribuée. Et on est en train de réfléchir à une suite. Bon, c'est une belle alliance d'images dans tous les cas. Et à chaque fois, la spécificité, c'est quoi? C'est que tout est fait à la main, avec des matériaux incroyables et 100% local, 100% français? C'est exactement ça. C'est-à-dire que 80% de la moto est sourcée en France, parce qu'il y a quelques rares composants qu'on a dû les chercher à l'étranger, et en Europe, on n'est pas allé. Où ça n'existe pas de façon localement. Tout simplement. Et dans ces 80%, 2 tiers, c'est local, donc c'est du circuit court, avec de la sous-traitance aéronautique, c'est-à-dire à la fois des matériaux et des sous-traitants aéronautiques locaux dans un rayon de 30 km autour de chez nous. Et les tensions ces derniers mois, ces dernières années, sur certains matériaux, sur certaines matières premières, comment on fait pour adapter justement le schéma industriel? Alors ça se fait graduellement. Nous, on avait quand même une expérience donc un peu glanée chez nos clients pendant 15 ans, puisqu'on a travaillé avec un peu la méthode japonaise. On a eu plusieurs programmes avec BMW, on a beaucoup appris en méthode aussi, et notamment sur le tissu industriel européen. Et la grosse nouveauté, on s'est fait aider par une société française aussi sur une partie du développement du moteur, même si on est à l'origine et propriétaire de ce moteur-là complètement, mais parce que en fait, c'est le gros risque et le gros morceau de développement industriel, c'est vraiment faire son propre moteur. C'est très peu courant sur des petits constructeurs d'arriver à faire son propre moteur. Et c'est aussi le plus, on est dans la technologie de pointe, il fallait sur ces modèles intégrer la technologie. Combien de modèles sont produits par an à l'heure actuelle? Alors, l'année dernière, on a achevé un peu plus de 100 machines. Là, on est sur 120 pour cette année, avec peut-être un peu plus, puisqu'on a des marchés à ouvrir. Qui s'organisent, et on a une énorme demande, par exemple aux États-Unis, depuis le début de l'aventure, qui n'est pas encore servie parce que c'est trop gros. Donc on a investi dans des machines, on embauche, on est 3 fois plus qu'au départ, on va être une trentaine de personnes, on fait un étage de plus, et on investit dans des machines de production pour gagner en flexibilité de l'usinage. Et donc je commande et je reçois ma moto quand? Combien de temps après? C'est 6 mois. Pour un modèle, on va dire, standard, et ça peut aller à 1 an pour une Aston Martin ou des modèles spéciaux. Avec des marges qui augmentent de votre côté, ou une inflation, une hausse des prix aussi, parce que ces matériaux, il faut... Alors aussi... oui, sauf que c'est assez contenu pour notre part. On a eu du nez, on a fait du stock sur de la matière première, et pour l'instant, ça n'impacte pas trop le prix des machines. On a conservé nos prix. Et on a conservé notre marge, parce que la particularité, c'est d'avoir un business qui fonctionne, qui s'autofinance. On réinvestit tous les résultats dans l'outil de production et dans le développement des nouveaux modèles. Pour monter en cadence aussi. Exactement. Donc, ça marche très bien. Bon, les normes anti-pollution, ça veut dire aussi la technologie en plus. Est-ce qu'on peut envisager de prolonger vers l'électrique aussi? Alors, complètement. On a un savoir-faire dans le domaine. On a été chef de file pour des programmes de développement, que ce soit pour Peugeot ou même pour BMW sur de la traction électrique il y a déjà quelques années. Et donc, on sait faire. Et c'est quelque chose auquel on pense. Vous savez faire, et est-ce que vous allez faire? Alors oui, parce qu'en fait, c'est même le challenge technique est super intéressant. Puis surtout de réinventer quelque chose qui colle toujours à l'histoire de la marque.
Il était très innovant, George Bros, déjà avant-guerre. Il a fait beaucoup de prototypes et on fait pareil. Et donc l'électrique, il faut imaginer que ce sera beaucoup plus cher pas forcément. à produire et à vendre Non, pas forcément. Ça sera différent. Je pense qu'on aura quand même des applications thermiques pendant longtemps. On n'est pas vraiment concerné par la feuille de route 2035. 2035, ouais. Si on prend le monde entier, puis le fait que les motos ne sont pas encore sur la feuille de route, et le fait que c'est du récréatif, donc ça ne concerne pas les déplacements quotidiens pour aller en ville tous les jours. Donc on est tranquille, mais on veut quand même faire une offre électrique pour le challenge techno. Et puis répondre éventuellement à la demande qu'il y aura en adéquation. Complètement. Avant de retrouver vos iconiques Albert Castaing, direction le Palais Galliera, musée de la mode, et avec une année décisive qu'Eva Jaco vous raconte, 1997. Collection emblématique, pièces iconiques ou encore émergence de nouveaux directeurs artistiques. C'est l'année 1997 qui marque un tournant dans l'univers de la mode et c'est cette révolution que l'on trouve ici. Alexandre Sanson, bonjour. Alors derrière nous, on voit 3 modèles qui vous ont donné envie de créer cette exposition. Absolument, il y a 2 modèles particulièrement forts qui sont aujourd'hui emblématiques de leurs créateurs. Il y a Martin Margiela qui présente sa collection Stockman, que vous avez ici à droite, et puis Comme des garçons, qui est l'affiche de cette exposition, qui présente une collection Body Meets Dress, Dress Meets Body, qui sont considérées comme les 2 plus importantes collections de l'histoire de la mode contemporaine. Et puis il y a également les grands noms des années 80 qui entrent en grande couture. C'est où dans l'exposition ? C'est le moment suivant, vu que l'exposition est chronologique, elle est organisée un jour après l'autre. On commence en octobre 1996 pour le printemps-été 1997, c'est comme ça que les calendriers de la mode s'articulent. Et puis on entre ensuite en janvier 1997, où on a justement ce grand moment de la haute couture parisienne. Alors au milieu des années 90, la haute couture est décriée par la presse. Pourtant, en 1997, il se passe quelque chose. Effectivement, en janvier 1997, il y a l'apparition en haute couture de 4 créateurs, 2 jeunes créateurs britanniques, inconnus du grand public, Alexander McQueen pour Givenchy et derrière nous John Galliano pour Christian Dior, et qui vont constituer un moment d'anthologie dans l'histoire de la mode et qui vont être suivis par 2 créateurs emblématiques des années 1980 pour le prêt-à-porter, Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler, qui les rejoignent et présentent leur première collection de couture. Et puis pour construire cette exposition, vous avez recensé 51 événements marquants. Vous en exposez 34, dont la mort de Lady Di ou encore Castelbaljac qui habille le pape. Et puis derrière nous, on voit les tenues Versace. Racontez-nous. Il s'agit ici de la dernière collection de couture présentée du vivant de Gianni Versace, qui sera assassiné 6 jours plus tard. C'est une collection inspirée par l'art byzantin, très inhabituelle pour Versace. Et beaucoup de journalistes la verront comme prophétique, annonçant sa mort avec le recul. Merci beaucoup Alexandre Sanson. Alors ici on retrouve 50 tenues dont la robe que l'on voit derrière moi que portait Björk sur la couverture de son album Homogenic ou encore 3 costumes créés par Jean-Paul Gaultier pour le film Le 5e élément. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce que le luxe est pour Albert Castaing, on n'est pas déçu, tout est très cohérent. On reste dans l'ultra luxe avec, en premier lieu, des malles Vuitton, des ensembles sur mesure. C'est ce que ça incarne en fait. Complètement. Et on s'imagine l'époque de l'aristocratie qui voyage en paquebot, qui fait suivre par des grooms en livrée 4 ou 5 malles, voire une douzaine, qui contiennent tous du sur-mesure, donc de la garde-robe, du nécessaire pique-nique, un écritoire, il peut y avoir plein d'applications. Il y avait aussi des modèles qui pouvaient se fixer sur des voitures d'époque, etc. Et c'est la finition et ce côté écrin avec une fonction est vraiment superbe. Bon, des voitures d'exception, vous n'avez voulu froisser personne, on parle d'Aston Martin aussi. Complètement, parce que c'est du luxe dans le sens où c'est des voitures qui sont très bien faites, très bien finies, et qui portent ce chic anglais, ce chic with a twist, l'image de James Bond, et voilà, c'est une icône absolue pour moi aussi du luxe, et c'est vrai que le fait d'avoir pu travailler avec, ça a été une grande satisfaction. Et des couleurs et des courbes qu'on retrouve dans la moto, justement, avec cette similarité et ces voies parallèles. Alors, vous avez tout à fait raison, parce que la fameuse AMB 001, qui est la moto dessinée et conçue avec eux, a été dessinée par le team qui a fait les supercars chez eux, donc la fameuse Valkyrie et Valhalla. Bon, un dernier mot, ça revient régulièrement, parce que évidemment, on parle de luxe, on parle d'horlogerie, et pas n'importe lesquelles. Là, vous avez ciblé l'ultra luxe.
Complètement. J'aime beaucoup Richard Mille. Parce que bon, c'est de très belles montres et qui sont techniquement très élaborées. Oui, on peut être autour de 300 000 €. Hein. Voilà, complètement. Mais ce qui est le plus fou, je trouve, c'est la réussite d'avoir fait un nom et d'avoir créé une icône du luxe, puisqu'elles sont rares et chères, et que c'est vraiment une référence, en étant à contre-pied de tout, puisque c'est des montres qui sont très légères et c'est vraiment en rupture avec ce qu'on avait l'habitude de voir, le poids étant un peu le gage de la qualité, par exemple. Et le fait que c'est un homme, et ce n'est pas une maison du 19e siècle qui perpétue une tradition. Ça, je trouve ça incroyable. Et puis on retrouve à chaque fois ces complémentarités qu'on retrouve aussi dans votre métier et dans votre secteur. Merci Albert Castaing, directeur général de Brough Supérieur, d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Dans un instant encore, du précieux, la marque de joaillerie parisienne Percé. Tout de suite, l'Iconic Capsule. Quand le luxe investit la VR, cette fois pour séduire la génération Z. Après Versace, Dior, Gucci, c'est au tour de Tiffany et de Cartier de se lancer dans la réalité augmentée. Et ça se joue sur Snapchat, la plateforme aux 363 millions d'utilisateurs quotidiens. Cartier a mis en place un filtre pour célébrer la nouvelle déclinaison de sa mythique montre tank. La marque nous convie à un voyage dans le temps. L'utilisateur est transporté sur le pont Alexandre III et plonge dans différentes époques qui témoignent de l'intemporalité de la montre. Un moyen plus pratique, plus personnel et accessible qui permet aux jeunes d'essayer le dernier modèle de la griffe. Face à cet engouement pour la réalité virtuelle, Snapchat a lancé une offre destinée aux entreprises baptisée Ares. L'objectif ici, rendre l'expérience d'achat plus immersive et personnalisée en utilisant par exemple le Fit Finder ou encore la visualisation de produits en 3D ou encore l'essayage virtuel. Il s'agit là d'un marché prometteur puisque le social commerce devrait augmenter de 25% cette année. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Nawal Laoui, créatrice et fondatrice de Percé. Bonjour. Bonjour. Et c'est Eva Jaco qui nous accompagne cette semaine en plateau avec votre sélection et notamment le retour du bateau de croisière du Club Med direction la mer des Caraïbes et surtout une montée en gamme. Oui, tout à fait. 9 millions d'euros investis pour ce voilier labellisé Exclusive Collection. Il s'agit de la gamme luxe du groupe. C'est un véritable hôtel flottant qui contient 184 cabines. Alors, il s'agit d'un espace privilégié, 2700 mètres carrés de pont en teck avec à bord 2 restaurants, 4 bars, 2 piscines et un spa. Un décor qui invite au voyage, à un voyage dans le temps avec une ambiance 60s. Comptez minimum 2500 € par semaine. Pour une semaine. Dans un autre secteur, Rolex étend sa production et va construire 3 nouvelles usines. Objectif, mieux répondre à la clientèle et éviter le marché gris. Les amateurs de Rolex le savent. Bien sûr, pour acquérir une montre, les temps d'attente sont très longs et nécessitent de se mettre sur liste d'attente. Alors pour y remédier, Rolex va construire une nouvelle usine prévue dans la partie francophone du canton de Fribourg en Suisse. Cette dernière devrait voir le jour en 2029. En attendant, la marque va faire appel à 2 usines temporaires dès l'année prochaine. Bon, on reste dans l'univers des montres. Attention, montre extravagante s'il en est, dévoilée à Genève lors de ce fameux salon qu'on a suivi, Watches and Wonders. C'était la semaine de l'horlogerie à Genève. Une sacrée montre. Oui, son nom, Billionaire Timeless Treasure, l'une des montres les plus exceptionnelles et les plus chères au monde, imaginées par l'horloger new-yorkais Jacob & Co. Alors ici, 2 mondes se rencontrent, l'horlogerie et la haute joaillerie, 482 diamants jaunes qui pèsent 215 carats, munis d'une complication horlogère avec un mouvement tourbillon-squelette. Au total, 40 personnes ont travaillé sur le projet pendant près de 3 ans. Son prix, 20 millions d'euros. Rien que ça. Et puis côté petit écran, Kaiser Karl, la série Disney+, très attendue sur Karl Lagerfeld, eh bien, on connaît à présent le casting. C'est l'acteur allemand Daniel Brühl qui va incarner le célèbre designer. Alors c'est un nom connu, on l'a vu notamment dans des films américains comme Inglourious Basterds ou encore Captain America. À ses côtés, un acteur canadien, Théodore Pellerin, campera le rôle de Jacques de Bacher, le grand amour du couturier. Quant au français, Arnaud Valois en Yves Saint
Saint-Laurent, Alex Lutz en Pierre Berger et Agnès Jaoui dans le rôle de la fondatrice de la marque Chloé. Telfar qui bouleverse les codes du luxe, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a cette spéculation autour du sac, notamment à Telfar. Telfar qui va plus loin et qui ajuste ses prix selon l'offre, selon la demande. Oui, à l'occasion de la mise en ligne de sa dernière collection, la maison Telfar, qu'on connaît pour son hit bag surnommé le Bushwick Birkin, a proposé un nouveau système pour établir les prix de ses produits via un pricing évolutif. Donc c'est un peu comme des soldes inversés. Ici, les vêtements sont dans un premier temps disponibles dans leur prix de gros, des prix allant jusqu'à 50% de réduction. Et plus les pièces sont désirées et partent vite, moins elles seront onéreuses lors de leur mise sur le marché. Et puis, on reste dans la mode. Après la maroquinerie, Carrel continue à diversifier son offre et s'associe au lunetier français Jimmy Fairley. Alors, s'inspirant de ses iconiques au look 60s et aux couleurs pop, eh bien, on trouve un modèle de solaire décliné en 4 couleurs et un mini saxo, le bucket gam que l'on connaît, le bucket bag en 3 coloris, 2 accessoires à 149 €. Carrel, on avait reçu sa présidente, Frédérique Picard, dans Iconic Business. On vous invite à redécouvrir cette émission, bien sûr, sur le site Iconic Business. On est avec Nawal Laoui, créatrice et fondatrice de Percé. On est dans la bijouterie, dans la joaillerie. L'horlogerie, ça fait aussi partie de votre histoire et de vos parcours, non? Oui, absolument. Donc, après un MBA en management et marketing de luxe, j'ai commencé ma carrière dans le secteur de la joaillerie, puis l'horlogerie. Et de ce parcours initiatique est né Percé. J'avais cette forte volonté entrepreneuriale et j'ai décidé de sauter le pas et lancer... Et donc, comment c'est arrivé, Percé? Comment c'est arrivé assez récemment, 2017, d'être un acteur supplémentaire de la bijouterie, de la joaillerie? Qu'est-ce qu'on devrait dire? De la haute joaillerie? Alors, je dirais plutôt de la joaillerie fine. C'est un secteur aujourd'hui qui connaît, en ces temps de crise, un fort engouement et ça reste une valeur refuge dans des moments incertains qu'on peut vivre aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des marques traditionnelles, il y a des grandes maisons, mais il y a aussi plein de marques récentes qui sont venues s'ajouter. Il y a un extrême dynamisme du segment. Absolument. L'idée de Percé, quand j'ai lancé fin 2017, c'était d'apporter un aspect un peu plus contemporain au secteur de la joaillerie et d'offrir en fait un luxe accessible à toutes les femmes, de pouvoir s'offrir elles-mêmes leurs propres bijoux. Donc, on est sur une gamme de prix entre 500 et 2500 €. Et l'idée de Percé, c'est au-delà du fait que la marque est conçue autour d'une monotechnique qui consiste en fait à percer le diamant au laser, donc d'avoir cette pierre complètement nue, sans sertie. Oui, on profite de la pierre, elle est mise en avant et en fait, la pierre n'est pas sertie comme on peut le voir traditionnellement. Absolument. Donc l'idée, c'était un peu de bouleverser et de dépoussiérer en fait le secteur de la joaillerie traditionnelle et d'offrir une approche plus contemporaine avec l'ère du diamant nu finalement, qui est présenté sous sa forme la plus pure, avec également une chaîne extrêmement fine. Et l'idée de Percé finalement, c'est d'avoir un bijou seconde peau qu'on porte du matin au soir, en fait, qu'on ne retire pas. Donc on a du minimalisme, une grande technicité aussi, parce que vous avez notamment à un moment développé ces bracelets qui sont soudés et en fait qu'on garde définitivement. Absolument. Donc l'idée en fait de la gamme Eternam, donc qui est un bijou en fait de peau comme un tatouage joaillier en fait. On propose une expérience retail directement en boutique où un soudeur est présent sur place. Vous avez une machine laser qui permet en fait de souder les 2 extrémités de la chaîne pour ne plus jamais retirer en fait son bracelet. Et l'idée d'Eternam que vous pouvez voir ici en photo, c'est finalement de souder en fait un lien fraternel, amical, amoureux. Sur les diamants, on parle beaucoup de diamants et il y a cette nouvelle tendance aussi de diamants de synthèse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? C'est quelque chose que vous regardez aussi dans les nouveaux acteurs? On avait reçu dans Iconic Business aussi Rouvna qui va fouiller dans les coffres, dans les archives. Est-ce que c'est vous quelque chose vers... Vous allez tendre ou pas du tout? Oui, aujourd'hui on est de plus en plus conscient de ce qu'on consomme, aussi bien dans le prêt-à-porter, dans la maroquinerie, dans ce qu'on mange également. On a cette conscience écologique aujourd'hui qui est très forte et qui arrive également dans le secteur de la joaillerie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on pense également à développer une gamme capsule autour du diamant de synthèse
avec de l'or recyclé également. Donc c'est une idée qui germe et maintenant qui va faire partie de vos projets parce qu'il y a ces valeurs qui évoluent et on parle de durabilité. Sur votre ADN, sur votre positionnement, est-ce que c'est un plus français qui s'exporte aussi? Absolument. C'est vrai que dès que la marque a été lancée en 2017, notre premier point de vente était en Chine, ensuite très vite le Moyen-Orient, les États-Unis. C'est vrai qu'aujourd'hui, la marque a plus d'une centaine de points de vente, dont 70% du business qui est à l'international. Qui est à l'étranger. Et l'idée, en fait, finalement, de Percé, c'était d'en faire très rapidement une marque internationale. Nawal Laoui, créatrice et fondatrice de Percé, merci d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.